Bonjour à tous, Pierre Vital. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier webinaire sur la présentation des chiffres 2020, premier trimestre 2021 sur le secteur des Charentes-Maritimes. Tout d'abord, pour ceux qui étaient présents juste avant, je tiens à m'excuser au nom de Marc Domas pour le raté sur la présentation qu'il devait faire sur le Smart Building et Smart City. Pour autant, on essaiera de trouver un autre moment d'intervention si besoin. Je souhaitais en préambule et avant toute présentation vous dire comme on est heureux avec l'équipe de l'Oiseau de vous recevoir sur ce webinaire. On espère que ça sera le dernier et qu'on pourra vous retrouver physiquement. Je tiens à remercier les partenaires qui ont permis l'exécution de cet événement. Évidemment, Emera qui nous prévoit le studio, donc un grand merci à eux. Merci à Adéquation pour le travail qu'ils font au quotidien avec nous sur l'élaboration des données. Et merci à Virginie Sécart qui est notre directrice et qui pilote ça d'une main de maître. Donc, merci à vous tous. Je prends aussi la parole pour la dernière fois dans mon mandat de président d'Oiseau, puisque je quitte mes fonctions bientôt à l'été et je souhaite à la nouvelle équipe une grande réussite et beaucoup de dynamique sur les 3 années qui vont venir. Donc, merci à vous tous encore d'être venus et je vous propose de suite de démarrer. Voilà, donc présentation des chiffres sur les territoires Charentes-Maritimes 2020, premier trimestre 2021. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Oiseau ou qui seraient donc nouveaux adhérents ou futurs adhérents, l'Oiseau, c'est une association qui a maintenant plus de 10 ans, qui rassemble donc des professionnels historiquement d'abord des aménageurs et des promoteurs, mais qui ont été rejoints par des adhérents maintenant très larges, avec des bailleurs sociaux, collectivités publiques, agences d'urbanisme. Donc c'est un grand ensemble de professionnels donc j'en suis le président et je suis honoré du coup d'être avec vous. Mais j'ai à côté de moi une équipe avec François Cheminat qui est mon premier vice-président et bien évidemment Virginie Sicard qui est notre directrice et Guillaume Segui qui est notre trésorier. Donc une équipe dynamique, active et qui essaie de faire évoluer l'outil au mieux. On démarre directement donc sur la CDA de La Rochelle, donc communauté d'agglo de La Rochelle. Point sur l'activité 2020 pour la partie promotion immobilière. Alors, il faut savoir, donc on a fait les présentations préalablement ce matin sur Sud-Aquitaine et Gironde. La Rochelle est un territoire qui est atypique. Atypique parce que finalement, la baisse constatée sur les mises en vente n'est pas énorme. On parle de 8% de baisse sur les mises en vente. Mais en réalité, dans la temporalité, on voit bien qu'il y a eu une période qui était une période de mise en place du PLUI et donc qui avait engendré des baisses d'activité sur les années précédentes. Et donc finalement, le déblocage du PLUI a engendré un afflux d'opérations en début d'année qui du coup a compensé une partie de la chute d'activité qui a eu liée au Covid et liée peut-être aux élections municipales. Donc on voit effectivement une baisse qui par rapport aux autres territoires n'est pas dans les mêmes proportions, donc 7,9% de baisse. La particularité aussi, c'est que la contribution de La Rochelle reste très importante avec 60%, supérieure à l'année dernière. Donc on voit effectivement un territoire qui est extrêmement recentré sur la ville-centre. Concernant les ventes, donc la dynamique commerciale est toujours présente. On a une baisse de seulement 5%, donc c'est d'une manière générale, c'est plutôt une bonne statistique. Ce qu'on voit également, c'est que la part de La Rochelle, comme pour les ventes, reste prépondérante et du coup justifie d'une attractivité du territoire. Et la conséquence de ce phénomène donc de mise en vente et de vente, c'est une baisse du volume. En termes de stock, puisqu'on est à 10% de baisse par rapport à 2019. Et là encore, on voit que la part de La Rochelle reste dans les mêmes niveaux, c'est-à-dire autour de 60%. Donc une offre extrêmement recentrée sur la ville. Alors si on parle de l'équilibre qu'il y a entre l'accession et les investisseurs. Donc vous avez dans ce graphique-là une représentation en vert de l'accession à la propriété et en jaune de la partie investisseur. Ce qu'on voit, c'est que historiquement, les 2 dernières années sont des années qui sont quand même assez favorables à l'accession à la propriété. Donc, on voit effectivement un niveau qui s'est bien augmenté par rapport à 2015. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que les propriétaires occupants ont légèrement moins souffert en 2020 que les investisseurs, mais on est quand même sur des niveaux qui sont assez similaires, hein, donc moins 5,4% avec 400 ventes par rapport à 420 et 330 ventes par rapport à 348.
Donc le marché à l'accession, on peut dire, a un peu mieux tenu et surtout est sur des niveaux qui est bien supérieurs à ce qu'on avait connu depuis 2015. Alors concernant les prix, c'est intéressant de voir effectivement comment se comportent les prix parce qu'on a d'un côté l'offre qui est à donc la courbe rouge et donc qui a tendance à croître avec des niveaux de croissance. On est quand même sur des croissances plus raisonnables ces dernières années. Donc on a 3% de croissance depuis 2019 et on voit que sur la partie prix de vente, on est sur une légère baisse avec 1,5% de baisse et on retrouve du coup des niveaux qui sont légèrement supérieurs à 2017. Donc du coup, un léger écart qui a tendance à se croiser entre l'offre et la demande. Un écart qui est quand même de l'ordre de 450 euros du mètre carré. Et donc, qui a tendance à croître. L'année dernière, on était sur 300. Concernant la typologie de vente, donc voilà la répartition dans les histogrammes entre donc les différentes typologies du T1 au T5 par année sur la partie vente et en termes d'offres à date, donc sur 2020. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a aujourd'hui une assez grande disparité entre les produits vendus, puisqu'on a 45% de T1, T2 qui sont vendus sur la dernière année. Donc on est sur un niveau qui est légèrement inférieur à 2019. Et on voit une part de grands logements qui est autour de 18%. Si on regarde l'offre, à contrario, on est sur 38% de produits grands logements, on va dire T4, T5, et seulement sur 21% de logements typologie T1, T2. Donc là, on peut se poser une question, puisqu'effectivement, on a une répartition qui n'est pas en adéquation avec la demande, puisque la demande, c'est ce qu'on a concrétisé sur 2020. Donc question qui peut se poser et qu'on va d'ailleurs voir sur le premier trimestre, puisque effectivement, les typologies de vente qu'on a eues au premier trimestre sont venues un peu éroder la répartition de l'offre qui reste disponible. Donc, si on synthétise sur l'année 2020, on est donc sur une année finalement qui a un petit peu moins souffert que les autres territoires, mais qui reste du coup quand même attractive avec des niveaux de vente qui sont plutôt stables. Et par contre, la particularité de ce territoire-là, et comme on l'a vu, c'est quand même un territoire qui est extrêmement recentré sur la ville de La Rochelle. Donc, avec du coup une problématique qu'on peut se poser sur où est-ce qu'elle est l'offre pour l'accession à la propriété, parce que La Rochelle étant la ville la plus chère, est-ce qu'on est en adéquation avec du coup les besoins? Est-ce que du coup on a un besoin qui n'est pas satisfait et qui du coup se reporte sur d'autres typologies de produits type l'ancien ou type lotissement? Donc ça, c'est vraiment une vraie problématique du territoire. Alors si on regarde les autres territoires des Charentes, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est absolument, on va dire, quasi éteint en dehors de La Rochelle sur les territoires de Rochefort et de Saintes. On voit qu'il y a donc très peu d'opérations et le seul territoire qui se porte plutôt bien et qui est assez dynamique, c'est le territoire de Royan. Sur Royan, donc le territoire de Royan n'est pas le territoire de Royan seul. On a donc effectivement toute la frange qui va du secteur donc de Royan jusqu'à la Tremblade au nord et qui redescend après sur l'estuaire. Ce qu'on voit, c'est que la réalité de la dynamique commerciale, elle est quand même très recentrée. Aujourd'hui, Royan et le territoire de Saint-Palais représentent à eux deux 78% des ventes, avec Royan qui a réalisé 71 ventes sur la période 2020 et Saint-Palais 32 ventes sur la période 2020. Donc, ces deux territoires-là, à eux seuls, représentent quasiment 80% des ventes. Donc, on a un territoire qu'on est dans la communauté d'agglo de Royan-Atlantique qui, en réalité, est un marché très recentré. Et on voit également sur les niveaux de prix, avec des niveaux de prix qui sont assez élevés. On est quasiment à 4 300 € hors parking. Donc, on est sur un territoire où on est sur une clientèle qui a un pouvoir d'achat. On sait qu'on n'a pas de dispositif Pinel, donc on est vraiment sur de l'accession ou de l'accession saisonnière. Donc, on est sur une typologie de clients plutôt haut de gamme. On n'est pas sur de la primo-accession. Alors maintenant, on va passer sur la partie donc premier trimestre sur la communauté d'agglo 2021. Qu'est-ce qu'on constate? On constate tout d'abord un effondrement, si on se compare à l'année dernière, un effondrement sur les mises en vente sur la période. On a 179 ventes par rapport à 460. Donc, je modère légèrement cette vision-là parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a eu la mise en place du PLUI, donc on a un certain nombre d'opérations qui ont permis la délivrance de permis et donc qui ont permis la mise en vente d'opérations. Donc, on a quand même une forte baisse très sensible. Et la deuxième particularité donc du premier trimestre, c'est qu'on a exclusivement alimenté sur le secteur de La Rochelle.
Voilà. Donc, on a une période, on va dire, passée où c'était assez hétérogène, mais on avait, bon an, mal an, une mise en vente qui était autour de 60%. Là, sur le trimestre concerné, on est sur 100% sur La Rochelle. Donc, je passe très rapidement sur cette slide parce que la réalité des mises en vente sur la ville-centre, comme on a 100% sur la ville-centre, on voit que tout le reste du territoire est grisé, ça veut dire pas de mise en vente. Donc, au niveau des ventes, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? On voit qu'effectivement, on a une baisse des mises en vente par rapport au premier trimestre 2020 qui est de l'ordre de 30%. Donc, on a quand même souvent l'habitude de constater que une forte mise en vente entraîne aussi une forte dynamique commerciale. Donc, c'était le cas l'année dernière avec le premier trimestre 2020 qui avait représenté un très bon niveau de vente. Donc, c'était le meilleur niveau qu'on avait constaté depuis 2017. Et donc, on voit effectivement que là, on a une baisse qui est assez significative, mais qui correspond à un premier trimestre 2020 atypique, qui était un trimestre avec une forte alimentation et donc beaucoup d'opportunités pour les acquéreurs. A contrario, on voit effectivement que sur le deuxième trimestre, période où on a eu donc les périodes de confinement, on a une forte baisse. On voit que c'est principalement le secteur de La Rochelle qui a souffert, puisque à cette période-là, seulement 46% des ventes ont été faites sur La Rochelle. Ça veut dire que les territoires périphériques ont mieux tenu. Ça s'explique probablement par le fait que dans ces ventes-là, on a beaucoup d'accessions à la propriété sur le territoire de La Rochelle et que les clients sur La Rochelle n'ont pas pu se déplacer ou peu pu se déplacer. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a vu sur tous les territoires. L'accession à la propriété a plus souffert que l'investisseur sur la partie sur le deuxième trimestre 2020. Et si on regarde en termes de chiffres sur le premier trimestre 2021, on voit une forte représentation de La Rochelle. On est sur le plus haut niveau depuis 2018 en termes de vente sur le territoire. Donc La Rochelle a mieux tenu sa barque sur le premier trimestre et en plus correspond encore à ce phénomène où c'est là où on a alimenté, donc c'est là où on a exécuté les ventes. Alors, où se trouvent aujourd'hui les ventes en répartition? En fait, la réalité, c'est que donc ce graphique-là, cette cartographie-là, présente donc les pourcentages de représentativité de vente. Plus on est sur le jaune clair, et donc moins on a eu de ventes, et plus on est sur le foncé, et plus on a eu de ventes. On voit de façon assez logique que la ville de La Rochelle, qui est là où il y a le plus d'offres, a été la zone de production et là où il y a le plus de ventes. On voit une petite production une représentation sur l'Agor, mais dans des volumes assez raisonnables et pas très élevés. Et tout le reste du territoire, c'est des territoires où on a produit 5, 6, 7 ventes sur le premier trimestre. Donc, c'est des territoires où il y a eu peu de production. C'est intéressant donc du coup de mettre ça en parallèle avec l'offre. Donc là, on voit effectivement un léger regain sur le stock, même si on est sur des niveaux de stock qui sont quand même très bas. On a coutume de dire avec l'Observatoire que quand on est en dessous de 12 mois de stock, on est sur une période de pénurie. Là, aujourd'hui, on est sur 9 mois de stock. Donc, la dynamique du territoire ne peut pas nous faire penser que le stock va se reconstituer. Donc, au contraire, on risque d'éroder ce stock-là. Et à 9 mois, on est dans une période effectivement de grande pénurie. Et en termes de représentativité, on voit effectivement qu'on a une croissance de la représentativité de la ville de La Rochelle, bon, qui est logique puisqu'on a principalement alimenté sur la ville de La Rochelle. Et donc, effectivement, un territoire rochelais qui est très représenté en cette période. Donc, où se trouve l'offre? L'offre, elle se trouve finalement de façon assez proche avec là où sont les ventes. Donc, on voit bien La Rochelle, l'Agor. On voit également Pulboro. Ce qu'on voit, c'est que on n'a pas du tout de stock sur les territoires qui sont vraiment dans les terres. Donc, tout ce qui est en gris clair correspond à des territoires où il n'y a pas d'offre. Donc ça, c'est quand même une problématique de l'agglo, de savoir comment est-ce qu'on fait pour reconstituer une offre qui permet aussi aux gens de se loger, parce que là, on est sur un territoire qui sont les territoires les plus chers. Donc, problématique à prendre en compte dans le développement là, des prochaines opérations. Là, on revient sur la présentation des chiffres investisseurs, propriétaires, occupants. Donc, en vert, vous avez les ventes à occupants. En jaune, les investisseurs. On voit cette évolution donc depuis 2018 sur la période. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a bien vu en cette période de confinement la forte baisse au 2T 2020, la forte baisse de l'accession à la propriété. Donc, c'est les 65 ventes par rapport aux 112. Donc, on est quasiment à 2 fois moins de ventes en un trimestre, et donc qui est lié à cette difficulté
pour les acquéreurs peut-être de se déplacer pour les propriétaires occupants. Là où on voit qu'effectivement, les investisseurs ont un peu moins souffert, une baisse significative, mais ont un peu moins souffert, lié au fait qu'effectivement, on est capable de se positionner à distance, de faire un choix sur un investissement Pinel. Donc, on voit que d'une manière générale, l'accession a plus souffert de la période de confinement que les investisseurs. Et si on regarde la période du premier trimestre, on voit que l'accession marche mieux que l'investisseur. Donc, la progression est vraiment intéressante et notable. Et dans la partie accession à la propriété, on peut considérer on sait qu'il y a 35% de ventes en accession aidée sur différents dispositifs prix maîtrisé, PSLA. Donc, une accession à la propriété qui, en cette période, a mieux résisté. Donc, cette cartographie, elle permet de présenter la représentativité de l'accession à la propriété par rapport à l'investisseur. Quand on est sur une teinte verte et plus on est foncé, plus on va être sur de l'accession à la propriété, une surreprésentation d'accession, et plus on va être sur du jaune vif, du jaune foncé, et plus on va être sur de l'investisseur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, il y a plusieurs marchés. Il y a un marché Rochelet qui est finalement assez bien équilibré entre accession et investisseurs. Donc là, on va retrouver plutôt une typologie d'investisseurs patrimoniaux et d'accédants secondo-accédants. On voit que les primo-investisseurs ou les investisseurs qui cherchent des prix un peu plus raisonnables, ils vont aller sur la frange, donc sur la périphérie. Donc là, on voit effectivement Lagor et Périgny. Et on voit que les accédants à la propriété vont aller capter les ventes là où les prix sont les moins élevés, donc plutôt sur la frange, et en redescendant sur Châtelet-à-Lyon, sur les Châtelet-à-Lyon-Plage, donc sur les zones qui sont un peu plus périphériques, Étré, Châtelet-à-Lyon. Donc on voit effectivement un marché à plusieurs vitesses, avec effectivement une zone centre de La Rochelle qui est assez complète, puisqu'elle est, elle est à la fois répartie en investisseurs en accession. Et il faut quand même le rappeler, c'est quand même elle qui recentre la principale part d'offres disponibles. On a voulu faire un focus un peu plus particulier sur les ventes en bloc. Il y a eu donc effectivement beaucoup de réflexions et d'échanges sur le devenir du marché en 2020. Beaucoup de gens se sont questionnés sur un effondrement potentiel, sur une absence de demande. Donc, des territoires ont réagi différemment en fonction des situations. Et donc, on voit effectivement que la spéculation qu'on avait sur les ventes en bloc qui devaient se réaliser avec des acteurs institutionnels type CDC ou autres, sur La Rochelle, c'est assez bien exécuté. Donc, c'est pas le cas sur tous les territoires, mais on voit effectivement une assez grosse progression de ventes en bloc sur la fin de l'année, donc troisième trimestre et quatrième trimestre. Par contre, une absence de vente en bloc sur ce début d'année, qui remonte peut-être la confiance des acteurs dans le marché et donc la capacité à vendre au détail les opérations. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que le dernier trimestre 2020, avec les 145 ventes, représente 20% de ventes institutionnelles, donc ventes privées, et 80% de ventes en bloc sociales. Donc aujourd'hui, c'est quand même une année 2020 assez prolifique sur la partie vente en bloc. Donc si on regarde les écarts entre les prix de vente, donc c'est la courbe en vert, et les prix de l'offre qui sont les prix en rouge, on constate deux choses. La première, c'est qu'on a une courbe assez stable en progression sur les prix de l'offre. Donc, on voit effectivement une progression constante depuis 2018. On est passé de 4 035 € à 4 589 €. Donc, une croissance assez stable, avec une croissance sur la dernière année maîtrisée et modérée. Donc, on a quasiment à zéro de progression. On a une petite progression, mais très faible. Et on voit que sur la partie de l'offre, c'est assez disparate. Et on voit donc effectivement un écart qui a tendance à se renforcer entre le prix de vente et le prix de l'offre. Donc là, on est sur quasiment 500 € d'écart entre le prix de vente et le prix de l'offre. Donc, faut le prendre avec modération, parce que la réalité de tout ça, c'est qu'on voit que l'offre, elle est recentrée sur peu de secteurs. Donc, il y a probablement une adaptation des prix qui va se faire à l'avenir, et les territoires qui, pour l'instant, ne produisaient pas, s'ils se remettent à produire, on risque d'avoir une inflexion des prix, donc de l'offre, et au contraire un rattrapage des prix de vente. Dans le détail, cette carte, elle permet de visualiser sur les fonds de plan, on voit l'évolution des prix
par rapport au premier trimestre 2020. Donc, c'est la comparaison T1 2020, T1 2021. Et les fonds de prix correspondent donc au niveau de prix qui est pratiqué avec différentes gammes qui va du moins de 3 900 € jusqu'au plus de 4 008. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a un territoire qui est en stabilisation de prix, c'est le territoire de l'Agor, donc qui est un territoire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui fait partie des territoires qui produit et qui alimente d'ailleurs. Et on voit que effectivement tous les autres territoires sont tous en progression entre 0 et 5, donc on reste sur des progressions raisonnées. Et la granulométrie des prix il y a vraiment deux marchés. Il y a un marché Rochelet qui est très cher en prix avec 4 600 € du mètre carré, parking compris. Et on a un marché de repli en périphérie qui est pour le coup avec un territoire de proximité Lagor où on est et Lagor et même Pulboro-Périgny qui sont entre 3007 et 3009. Donc, ils sont des territoires où on va trouver à la fois une partie de l'accession à la propriété, mais aussi une partie de l'investisseur qui va chercher des prix plus raisonnables pour être des primo-investisseurs. Quand on compare l'évolution des prix entre les prix de l'accession et les prix de l'investisseur, on constate quoi? On constate que l'écart entre les deux a tendance à se réduire, avec un prix sur la partie investisseur qui a légèrement baissé sur la période, et un prix sur l'accession qui, lui, a légèrement progressé. Les deux tendant à se rejoindre. Donc là-dedans, on retrouve quoi? On retrouve en fait le phénomène qu'on a évoqué tout à l'heure, à la fois le fait que la ville de La Rochelle est un des gros contributeurs en termes de production, que dans sa production, on a vu que les prix de vente sont élevés, et que du coup, les territoires de production en Pinel sont plutôt les territoires périphériques, là où les prix sont un peu moins élevés. Donc on voit effectivement que mécaniquement, nos accédants à la propriété qui sont sur la ville-centre voient leur prix progresser parce qu'ils achètent sur la ville qui est la plus élevée. Mais on voit également en contrepartie que les investisseurs qui ne trouvent pas la rentabilité sur La Rochelle, eux, ils vont un peu en périphérie. Et donc, même s'ils payent un prix d'investisseur et de Pinel, les prix ont tendance à se rapprocher. Le focus qu'on a vu tout à l'heure sur l'année, mais qui est rapporté cette fois-ci sur le trimestre, sur la typologie de vente par typologie par surface. Qu'est-ce qu'on voit? On voit principalement que on a encore cet écart, comme on l'a vu tout à l'heure, entre l'offre et la demande, avec une légère progression sur les T4, T5, avec 20% de représentation. Donc tout à l'heure, on était plutôt sur 15%. Donc on a vendu plus de grandes typologies qui correspond aussi un peu plus à l'offre qui est disponible. Et ce qu'on voit, c'est que par contre, on a continué à bien commercialiser les petites typologies. Donc on est sur des niveaux qui sont équivalents à la fin de l'année, au troisième trimestre et même quatrième trimestre qui est un petit peu plus élevé. Mais on voit effectivement qu'on est venu ici rogner les petites typologies. Donc on a à la fois la représentation des T4, T5 qui a continué à progresser parce qu'on en a vendu moins que l'offre qui était disponible, mais en même temps on est venu gratter et manger sur la proportion de logements qui correspond aux petites typologies T1, T2. Alors on a un focus, comme on l'a fait tout à l'heure, sur les autres marchés des Charentes-Maritimes. Le constat est un peu similaire, donc faible présence d'activité sur Rochefort, sur Saintes, une activité très recentrée sur la communauté d'agglos de Royan-Atlantique et qui plus est très représentée sur la partie donc de Royan. Plusieurs phénomènes qu'on constate ici. Tout d'abord, c'est un marché qui, à date, sur le secteur de Royan-Atlantique, ne représente plus que 6 mois de stock. Donc là, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, quand on était à 9 mois de stock, on s'alarmait et on s'inquiétait de la situation. Là, aujourd'hui, on a 6 mois de stock. Donc ça veut dire qu'on est sur un territoire qui est en quasi-pénurie. Et qui plus est, sur la ville de Royan a représenté sur le trimestre 40 ventes au premier trimestre sur les 61. Donc on est sur un marché qui est encore plus recentré que ce qu'on avait vu sur l'année 2020, encore plus recentré sur la ville de Royan. Et Saint-Palais étant une ville qui est assez chère, on voit une tendance de fond qui est, en termes de prix de vente, une baisse des prix de vente, mais qui est liée en réalité à un recentrage des ventes sur le territoire de Royan, alors que Saint-Palais avait été contributeur de ventes sur l'année dernière. On ne peut pas finir la présentation sans faire un focus sur la comparaison avec les territoires nationaux. Donc, on a présenté sur cette slide-là
deux parties, deux blocs. Un bloc qui est sur la mise en vente et un bloc qui est sur les ventes. Ce qu'on peut voir on est parti évidemment sur une comparaison qui était sur des territoires qu'on estime territoires littoraux, qui sont assez comparables ou en tout cas dans les mêmes thématiques ou les mêmes typologies d'acquéreurs que la communauté d'agglo de La Rochelle. Donc là, on est focus sur La Rochelle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, les autres territoires littoraux ont assez bien passé la vague des mises en vente l'année dernière, hormis le Pays Basque qui a quand même pas mal souffert. Là, on voit que la CDA de La Rochelle, sur le premier trimestre, a vraiment eu une inflexion très forte sur les mises en vente. Donc, qu'on modère par ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une période 2020 qui était une période d'ouverture du marché liée à la mise en place du PLUI, donc libération de quelques permis qui avaient été bloqués, mais une situation effectivement qui, par rapport aux autres zones comparables, a vraiment fortement baissé. Si on regarde le phénomène des ventes, ce qu'on voit, c'est que La Rochelle, sur le même périmètre de comparaison, est la ville qui a le plus souffert. Ce qu'on voit, c'est que cette ville qui était dans ce périmètre donc des 5 territoires observés, la deuxième ville l'année dernière, se retrouve aujourd'hui être l'avant-dernière ville en termes de vente. Donc, elle a plus souffert que les autres. Et donc, effectivement, il faut s'inquiéter de cette situation-là et voir comment est-ce que le marché rebondit, comment est-ce que le marché se réalimente aussi. Parce qu'il y a une constante qu'on a vue sur l'ensemble des présentations, c'est qu'un marché qui alimente est un marché qui vend bien. Et souvent, on a pu comparer, et on le voit ici, qu'une baisse d'activité en mise en vente est en général pas totalement retranscrite dans les ventes. On a des ventes qui sont moins impactées. Et donc, du coup, un marché qui alimente, c'est également un marché qui se porte bien et qui vend bien. Donc voici une vision beaucoup plus macro au niveau de la France métropolitaine depuis 1995 sur l'évolution des prix et des ventes. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une constante progression sur les prix de vente. Donc c'est la courbe que vous voyez en rouge, qui est en progression avec un niveau de prix de vente en 95 moyen en France de 1800 lots et avec des niveaux donc de volume de vente qui étaient autour de 60 000 lots, vers un prix de vente moyen qui est aujourd'hui quasiment à 4 400 € du mètre carré. Sur la répartition des ventes, donc bon, c'est une année qui effectivement est historiquement basse. Faut remonter aux années 2014-2015, donc la période qui a suivi la fin du cellier et qui est donc sur la période du flot, qui était une période moins euphorique. On retombe dans ces niveaux-là, alors qu'effectivement on n'a pas connu dans l'année 2020 d'événements de fin de dispositifs fiscaux. Donc on est plutôt sur vraiment une contrainte de cycle doublement impacté par les élections municipales qui ont été reportées, mais aussi par le Covid. Donc ces deux éléments ont amené un impact quasi équivalent à celui de la fin d'un dispositif comme on avait pu le connaître en 2011-2012. Et on voit que les chutes d'activité sont en proportion légèrement moins importante sur la partie investisseur, donc l'accession a tenu, mais par contre les deux segments ont été impactés. Enfin, on finit avec deux cartographies nationales, qui sont des cartographies qui présentent à la fois les mises en vente sur l'ensemble des grandes métropoles. Donc là, c'est une vision macro qu'on vous présente, c'est pas un focus spécifique La Rochelle, avec d'un côté les mises en vente, donc c'est le rond et la représentation en bleu, et ensuite les ventes qui ont été réalisées, c'est la partie verte. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit qu'effectivement, au niveau national, très peu de territoires ont bénéficié d'une augmentation sur les mises en vente. Donc, le marché a été vraiment à l'arrêt sur ce point de vue-là. Et hormis la ville de Rennes qui a une progression de plus 11%, les autres territoires ont été fortement impactés. Donc, on a vu que La Rochelle n'avait pas tant souffert que ça avec 5% de baisse. Quand on voit sur l'ensemble de ces territoires qu'on vous présente, 5% de baisse, ça fait partie des plus faibles baisses. Ça correspond à Montpellier. Et on voit à contrario qu'on a d'autres territoires qui sont des gros territoires de production tels que la métropole de Lyon, qui a vécu une chute historique avec 91% de baisse, donc avec seulement 72 lots mis en vente. On voit également que des territoires fortement producteurs comme le Franco-Genevois a baissé de quasiment 70%. Et la conséquence et le corollaire, c'est que tous ces territoires qui ont fortement baissé ont également fortement baissé en vente. Donc là où on a eu la plus basse alimentation correspond aussi au territoire où on a eu les plus basses ventes qu'on a pu constater. Donc on voit qu'on a des territoires qui ont un peu mieux résisté, donc des territoires qui ont fait comme Rennes que 4% de baisse. Donc on a vu que c'est lui qui avait le plus alimenté, mais c'est en même temps lui aussi qui résiste
pas trop mal. On voit qu'un territoire comme Bordeaux, attractivité du territoire, fait que malgré une forte baisse de mise en vente, on a quand même 12% de baisse seulement. Et donc d'autres territoires, comme on le disait tout à l'heure, forte baisse à Lyon, forte baisse en vente, avec 312 ventes seulement sur le territoire, et Franco-Genevois 295. Donc un marché au niveau national où on sent qu'il y a de l'attractivité sur les produits, mais on sent qu'il y a effectivement une sous-alimentation qui empêche les ventes de se réaliser par faute d'offres. Et pour finir, donc une slide sur l'évolution des prix. Donc on l'a bien vu, il y a eu des fantasmes qui ont pu émerger en se disant que la période de Covid était favorable à des renégociations, à des baisses de prix. Le constat n'est pas là. Pour être franc, et on l'a vu d'ailleurs sur les prix de vente sur le secteur de La Rochelle, les territoires se portent bien et il y a très peu de territoires qui ont infléchi leurs prix. Quand ils ont infléchi, c'est souvent pour vraiment des micro-ajustements. Donc les seuls territoires qui sont baissiers, c'est le territoire donc de Nice-Côte d'Azur avec moins 0,8% et le secteur de l'Île-de-France avec moins 0,2%. Ce qu'on voit à contrario, c'est qu'on a tout un bloc de villes qui sont entre 2 et 4% qui ont progressé, qui sont les grandes métropoles, donc Bordeaux, Toulouse, Franco-Genevois, Lyon, donc et Strasbourg, tous ces territoires-là qui ont progressé dans ces proportions-là. Et on voit quelques territoires qui ont au contraire fortement augmenté et qui sont des territoires d'ailleurs qui, pour certains, ont un peu moins souffert en termes de production ou en termes de baisse de vente. Donc c'est pas un effet, on va dire, de réduction des prix de vente sur certains territoires. C'est une tendance de marché de fond. C'est Nantes Métropole avec 7% de progression et Montpellier avec 9% de progression. Donc au final, au niveau macro, donc là on est vraiment sur un focus dézoomé. On voit que le premier trimestre est un trimestre où l'envie est toujours là. La pénurie de produits entraîne mécaniquement une tension sur les prix. Et que la seule solution pour effectivement pousser l'activité et pousser surtout une maîtrise des ventes dans les bons dispositifs qu'on souhaite sur l'accession aidée ou sur l'accession à la propriété au sens large, c'est principalement l'alimentation. Donc c'est là-dessus où il faut effectivement qu'un travail de fond soit fait. Voilà. Donc écoutez, j'espère avoir été suffisamment clair. On a un temps d'échange. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions si je peux le faire et également pour vous dire plusieurs choses, pour vous laisser un peu le temps de rédiger les offres. Plusieurs choses. Tout d'abord, pour ceux qui l'ont pas vu dans le fil d'actu, les supports seront disponibles sur vos espaces partenaires. Donc, si vous êtes adhérent, vous y avez accès très rapidement. Si vous n'êtes pas adhérent, je vous invite à prendre contact avec Virginie pour vite remplir votre bulletin de souscription. Et je tiens aussi à indiquer aux équipes qui ont travaillé toute l'année sur la mise en place du nouveau site, qu'on a un nouveau site internet qui est disponible depuis début mai, qu'on compte sur vous parce que c'est vous qui le faites vivre, donc pour l'utiliser, le travailler, le perfectionner, donc revenir vers nous avec des propositions sur des évolutions de produits. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe qui va prendre la suite est une équipe tout aussi dynamique que celle qu'on a pu mener pendant ces 3 années. Donc, on est également à votre écoute pour améliorer les présentations, faire que ce dernier webinar sera suivi par des présentations physiques à l'avenir et que les supports qu'on peut développer ensemble et les thématiques qu'on peut développer ensemble, elles partent avant tout de vos propres envies, de vos propres besoins. Donc, faut pas hésiter à solliciter Virginie, à remonter des informations et à faire en sorte que l'oiseau continue à s'améliorer. Voilà. Alors, je viens sur les questions et s'il y en a d'autres, on les prend bien évidemment. Donc Virginie, vous avez un onglet chat et un onglet questions. Virginie a commencé à retranscrire les questions qui avaient été posées pendant la présentation. Donc, si vous en avez d'autres à ajouter, faites-le. Donc, comment est ventilée l'offre sur 2020, stock plutôt chantier ou plutôt plan? Alors ça, je peux vous le dire. Donc, sur l'année 2020, on est sur une évolution qui est assez atypique puisque on est sur un territoire qui du coup on l'a vu, qui a pas mal alimenté en début d'année. Comme ils ont pas mal alimenté, finalement, les produits se vendant, il y a pas mal d'opérations qui sont mises en chantier.
Et ce qu'on constate, c'est que sur 2019, on avait 71% des ventes qui étaient réalisées sur plan. Sur 2020, on n'a plus que 27% des ventes qui ont été faites sur plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une partie de l'offre qui du coup s'est transformée en chantier, que probablement on a manqué d'alimentation, et c'est ce qu'on voit, pour justement générer de nouvelles ventes sur plan. Mais c'est quand même assez rassurant parce que ça veut dire que du coup, les ventes se réalisent en cours de chantier, donc les ventes continuent à avoir une dynamique. Et ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on a très peu d'offres en stock livré. On n'a que 1% d'offres en stock livré. Donc, on va dire que dans la phase de chantier, dans la période de chantier, on est tout à fait en capacité de d'écouler les stocks et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de stock dur. Voilà, donc voilà pour cette première question. Je vois une deuxième question, je ne sais pas de quel membre elle émane, mais Virginie l'a retranscrite. Qu'en est-il de l'évolution des ventes en bloc depuis le début de l'année, notamment concernant la destination des ventes? Alors ça, c'est un autre point qu'on a effleuré ou qu'on a évoqué rapidement. On a vu que finalement la dynamique de vente en bloc, elle était présente. Donc on avait eu effectivement une belle dynamique sur 2020. Et si je reprends nos chiffres, on a vu effectivement que sur l'année 2020, on est sur un niveau quasiment de 230 ventes en vente en bloc. Il faut savoir que ce niveau-là est un niveau pas atteint depuis 2016. Donc on a du coup une belle progression sur l'activité de vente en bloc. Et si on regarde plus en détail sur ces ventes en bloc, on avait jusqu'à présent des ventes en bloc qui étaient principalement de la vente en bloc logement social, puisque sur l'année 2020, on constate qu'on avait seulement 3% de ventes à institutionnelles, donc vente à des privés, des compagnies d'assurance ou des CDC. Donc on avait 97% de ventes en bloc social. Ce qu'on voit, c'est que sur la période premier trimestre, on est sur une progression avec 20% de ventes à institutionnelles. Donc là, pour le coup, la part de vente privée est en train de progresser. C'est un phénomène qu'on a vu sur d'autres territoires. On en a parlé ce matin sur le territoire de Bordeaux, où effectivement, on voit l'arrivée d'investisseurs qui ne sont pas que des bailleurs sociaux, qui sont aussi des investisseurs qui trouvent dans le logement une vraie valeur de repris, une valeur de réassurance. Et donc, on a pu constater sur 2020, sur la ville de Bordeaux, une progression significative avec quasiment 40% de ventes sur la partie vente en bloc qui ont été faites pour des instituts. Et sur cette partie-là, on retrouve effectivement des gens qui vont acheter sur des niveaux de prix qui sont quasiment les niveaux de prix de la vente au détail. Donc, on n'est pas sur le même mécanisme que la vente en bloc. Donc, on est sur des arbitrages qui sont pris par les opérateurs et qui décident à un moment donné de prendre le choix de la sécurité et de vendre en bloc à un investisseur privé et qui, derrière, va être capable de faire une opération économique intéressante. Voilà, donc c'est un phénomène à suivre. On le voit sur ce premier trimestre, c'est en progression. C'était absent sur 2020 sur La Rochelle, alors que ça a été apparu sur d'autres territoires qu'on a pu évoquer ce matin. Donc, à suivre pour voir si la tendance se maintient ou si c'est juste un effet d'aubaine sur le premier trimestre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori. Donc, j'espère que la prochaine fois, on pourra avoir un échange. Je serai dans l'assistance. Donc, j'espère que je pourrai avoir un échange en étant assistant et poser moi-même les questions. Donc, j'hésiterai pas à poser des questions pièges puisque vous avez été très raisonnable avec moi aujourd'hui. Mais effectivement, s'il y a des questions qui interviennent entre-temps, faut pas hésiter. L'équipe est là pour y répondre. La vidéo sera également disponible en relecture. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Virginie si besoin. Je vois Frédéric Rému qui est très actif sur le chat. J'aurais aimé qu'il pose une question, mais tant pis. Bon, écoutez, si on n'a plus de questions, je vous remercie encore infiniment. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis pendant ce mandat que j'ai pu assumer. J'ai été ravi de pouvoir à la fois échanger physiquement dans un premier temps, mais aussi sur ce format-là. Et je remercie Virginie pour et son implication et les idées qu'elle a eues pour mettre en place la dynamique. Donc, on espère vous retrouver physiquement avec la nouvelle équipe à la rentrée et faire en sorte que l'Oiseau continue, grâce à vous, à vivre de belles périodes et à faire évoluer son outil. Donc, on compte sur vous et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir.